de m'avoir invité. Donc je vais essayer de soulever, pas de régler, mais de soulever quelques problèmes et j'espère de vous apporter quelques informations sur les plantes génétiquement modifiées. Alors je vais aller très vite, je ne vais pas détailler toutes mes diapositives, vous m'en excuserez, mais je pense dire l'essentiel. Donc la perception des OGM, des organismes génétiquement modifiés, qu'on va limiter aux plantes génétiquement modifiées, spécifiquement dans cet exposé, est très mauvaise en Europe et en France en particulier. Et donc, à l'exception des problèmes économiques, c'est-à-dire quand on fait des tests de vente dans les supermarchés, à ce moment-là, c'est le prix qui domine l'OGM. On ne rejette plus l'OGM s'il est moins cher. Donc en situation d'achat, il n'est plus rejeté de la même façon. Et il y a aussi un truc qui est assez intéressant, c'est de voir que plus les citoyens sont informés, plus ils sont instruits, plus ils sont en désaccord avec la nourriture venant de plantes génétiquement modifiées. Alors on arrive à une situation paradoxale et schizophrène. Si vous arrivez à lire, là le chirurgien est en train de dire à sa patiente, c'est très simple, nous allons vous débarrasser de votre peur des OGM en intervenant directement sur le gène responsable. Tout simplement parce qu'on admet très bien des manipulations génétiques chez l'homme, tout le monde donne énormément au téléthon, ça ne dérange absolument pas. En revanche, dès qu'il s'agit de plantes, ça ne va plus du tout. Donc je vais essayer de vous faire passer quelques informations. D'abord sur la génomique, c'est des avancées scientifiques très récentes et effectivement mal connues et qui aboutit à la question du naturel qui est la question clé avec les OGM et avec beaucoup d'autres choses. Ensuite je vous parlerai des PGM cultivés, celles qui sont autorisées quelque part dans le monde avec des données géographiques et économiques. Je vous parlerai ensuite de l'impact sur la santé des êtres humains et des animaux d'élevage, sur les questions relatives à l'environnement. Je finirai par des aspects socio-économiques en Europe, et puis je conclurai sur la sécurité alimentaire mondiale, ce qui permettra d'introduire l'exposé suivant. Donc la première chose, c'est que ce qu'on mange aujourd'hui, c'est pas ce qui a toujours existé. Quand on prend le traité d'agronomie d'Olivier de Serres, qui date de 1600, certains légumes étaient tout à fait nouveaux, comme la betterave, le coliflori, qui est le chou-fleur, et puis d'autres qu'on consommait à l'époque ont totalement disparu. Et puis je vous rappelle que toutes les espèces originaires d'Amérique étaient totalement inconnues en Europe, en particulier la tomate, la pomme de terre, le piment, l'ananas, le cacao, maïs, tournesol, haricots, courges, topinambour, j'en passe et des meilleurs. Donc ça, si on monte dans le temps, ça n'existait pas. Donc c'est des plantes envahissantes en fait, parce qu'on les cultive très largement. L'autre point, c'est qu'on a domestiqué des plantes. Alors domestiquer en biologie, ça veut dire qu'on a modifié le génome, c'est-à-dire le patrimoine génétique des espèces. Ça s'oppose à apprivoiser. Apprivoiser, c'est dresser, mais on ne modifie pas le génome des espèces. Par exemple, l'éléphant est un animal qui est apprivoisé, pas domestiqué. Le chien est domestiqué. Et domestiquer, ça veut dire qu'on change le génome et qu'on va changer beaucoup de choses. L'ancêtre du maïs, qui s'appelle le théosinte, c'était quelque chose une sorte d'arbuscule avec beaucoup de tiges, et puis un tout petit épi, comme un petit épi de blé malin, là, et on a transformé ça petit à petit, en sélectionnant, en quelque chose d'un peu monstrueux. On a aussi, quand on avait la possibilité de savoir ce qu'on faisait, modifier les compositions. Par exemple, vous prenez le colza normal, qui est relativement pauvre en acide oléique, qui est un acide gras très intéressant, qui est augmenté dans une variété, un ensemble de variétés qu'on appelle canola. Et l'acide érucique, qui est censé être un toxique pour le cœur, a totalement disparu dans le canola. Donc ça, c'est pas uniquement sur ce qu'on voit, mais aussi sur la composition. Un autre exemple de génération de monstruosité, c'est à partir du chou sauvage, Brassica oleracea, qui ressemble un peu à une moutarde sauvage, et puis on a fait toutes ces sortes de choux, c'est la même espèce. Hein, donc tout
tout ça pour vous dire que on a quand même, sans le savoir, créé des modifications génétiques très importantes chez les plantes, qu'on admet parfaitement de nos jours. Alors juste un petit point, maintenant je vais vous parler 3 mots sur le génome. Un point très important, parce que dans la discussion sur les OGM, ça revient tout le temps, l'ADN, qui est l'acide désoxyribonucléique, la double hélice, est la même composition, ce sont les mêmes composés chimiques qu'ils constituent dans tous les règnes du vivant. Donc, un ADN végétal n'est pas différent d'un ADN animal ou d'un ADN microbien. Et je vous rappelle que cet ADN est enroulé sur des petites bobines qu'on appelle les histones, et que cet empilement, ça forme les chromosomes, que les chromosomes sont dans un noyau, dans une cellule, que les cellules forment des tissus, et que l'ensemble des tissus forment la plante. Et c'est la succession des éléments primaires de l'ADN qu'on appelle des nucléotides. C'est cette succession qu'on appelle une séquence qui va déterminer les propriétés des molécules induites. Donc tout repose sur la séquence de l'ADN. La différence qu'il y a entre une plante génétiquement modifiée et une plante obtenue par croisement, c'est que quand on fait un croisement classique, le gène d'intérêt qui se trouve ici, par exemple, va être emmené par croisement avec un ensemble de gènes, plusieurs centaines, par des mécanismes qu'on appelle crossing over. Et on ne sait pas ce qu'on fait, en fait. On va tester sur la présence de ce gène, mais tous ceux qu'on emmène, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils peuvent être embêtants, casser un rendement, par exemple. Bon. En revanche, quand on fait de la transgénèse, dans le cas idéal, on prend un gène, c'est-à-dire un bout d'ADN, qu'on va mettre là où on veut, dans un chromosome. Et on ne fait rien d'autre. Donc c'est du génie génétique, c'est de l'ingénierie, où on ne fait pas les choses au hasard, on fait quelque chose de rationnel. Alors, la définition juridique européenne des OGM, c'est un organisme, à l'exception des êtres humains, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou par recombinaison naturelle. Alors vous allez voir que ça ne veut rien dire scientifiquement. Parce que naturellement, il se passe un tas d'autres choses. Et ça, on l'a découvert grâce aux progrès fulgurants de la génomique. Les progrès fulgurants de la génomique, ça se voit quand on prend l'analyse du génome humain. Il a fallu 10 ans pour le faire, ça a coûté 3 milliards de dollars. À l'heure actuelle, ça coûte 500 € de faire un génome humain et ça prend une journée. Et donc du coup, on engrange un tas d'informations sur l'ensemble des génomes d'un tas d'espèces. Et ceci permet, avec un outil qui s'appelle la bioinformatique, parce qu'on a des masses de données, on est dans l'ère des big data, hein, le génome de l'homme, hein, c'est 4,9 milliards de bases de succession dans l'ADN. Donc pour arriver à gérer tout ça, il faut des superordinateurs. Et donc à tel point qu'IBM a créé un ordinateur, un superordinateur qu'il a appelé Blue Gene, en faisant ce jeu de mots qui illustre bien la destination de cet ordinateur. Et tout ça, ça a amené une révolution des concepts de la biologie et aussi de ses applications. Alors dans ces concepts, ce qui est très important de savoir, c'est que les génomes, on pense qu'un génome, c'est-à-dire l'ADN, l'ensemble de l'ADN d'un être vivant, c'est quelque chose de fixe. En fait, ça n'est pas du tout, c'est extrêmement variable d'une génération à l'autre, et voire au cours de la vie d'un individu. Et ceci, donc les génomes ne sont pas fixes, et en particulier parce qu'il y a des transferts horizontaux de génomes. Alors, ce qu'on appelle transfert horizontal, c'est non pas de père en fils ou de mère en fille, mais c'est entre espèces différentes. Et à tel point que, par exemple, chez l'homme, on sait pertinemment que 9% de notre génome provient directement de virus. On a hérité de gènes de virus, dont, pour en prendre un,
À titre d'exemple, ce gène code une protéine qui permet d'insérer le virus dans la membrane des cellules. Eh bien, ce gène est utilisé par les mammifères pour créer le placenta. Donc, si ce virus n'avait pas transféré son gène à l'être humain, enfin à nos ancêtres, nous naîtrions toujours dans des œufs. C'est pour vous dire l'importance de ces transferts horizontaux. D'ailleurs, quand on réfléchit, c'est le seul véritable moteur de l'évolution. Il faut qu'il y ait des gènes qui viennent d'ailleurs. Sinon, quand on prend une chaîne linéaire, on n'a aucune raison de gagner des nouvelles fonctionnalités. Bien, ceci étant dit, donc, pour essayer de ramener la notion naturelle à quelque chose d'un peu moins idéologique et d'un peu plus factuel, je vais vous donner quelques mots sur la géographie des plantes génétiquement modifiées, tout simplement parce que c'est très mal connu. Et je vais vous décrire aussi quels traits génétiques sont les plus employés et quelles sont les espèces végétales les plus employées. Alors, le bilan 2015, il y a 180 millions d'hectares de plantes génétiquement modifiées sur la planète, 13% des terres arables de la planète et 10 fois la surface cultivée française. Il y a une croissance à peu près de 3-4% par an, mais en 2015, il y a eu un plateau, et j'essaie de vous l'expliquer en un mot, mais arrive de manière considérable la Chine, qui vient de décider de se mettre à faire des OGM de manière importante. En particulier, je vous le rappellerai, en rachetant une des principales industries agroalimentaires d'OGM, enfin de semences, qui est Syngenta, le Suisse Syngenta. Alors tout ça, ça occupe 18 millions d'agriculteurs, dont 7 millions de Chinois et 8 millions d'Indiens en gros. Donc le plus grand nombre d'agriculteurs, c'est les agriculteurs de ces pays, pas aux États-Unis où c'est des grandes surfaces. Donc la géographie, il y a 28 pays, c'est tous ceux qui sont en couleur. Donc vous avez le Canada, les États-Unis, l'Amérique du Sud en gros, enfin les Amériques. Vous avez un peu en Afrique, Burkina Faso, en Afrique du Sud, vous avez l'Australie, et puis vous avez l'Asie, avec la Chine, le Vietnam qui développe de plus en plus, et en Europe, il n'y a pratiquement rien. Il y a l'Espagne et le Portugal essentiellement, à tel point que le Burkina Faso cultive à lui seul autant de surfaces de plantes génétiquement modifiées que toute l'Europe. Et pour résumer, on voit que Brésil et Argentine cultivent à peu près autant que les États-Unis. L'Inde et le Canada viennent derrière. Et puis il y a à l'heure actuelle un très très fort développement au Vietnam. Et puis la Chine, je ne vous l'ai pas dit, c'est le premier pays scientifiquement producteur de génome, loin devant les États-Unis. Ça a été l'évolution des surfaces emblavées en plantes génétiquement modifiées depuis un peu plus de 20 ans. Et un point important, en vert vous avez la somme de tout ce qui se fait, en bleu les pays développés et en rouge les pays en voie de développement. On voit qu'en 2011, eh bien, la somme des surfaces des pays en développement a dépassé celle des pays développés. Et donc, 90% des agriculteurs qui cultivent des PGM ne sont pas des grands agriculteurs américains, mais des petits exploitants sur des petites exploitations fondées sur le travail et non sur le capital. Alors pourquoi ce succès? Eh bien, tout simplement parce que les agriculteurs recherchent une diminution du travail, en particulier le travail sans labour, les épandages réduits. Alors les épandages réduits, c'est tout de suite un impact sur la protection sanitaire. Bon, là, c'est dans un pays asiatique, vous voyez que dans une zone tropicale, on fait des traitements, par exemple pour le cotonnier, c'est 12 à 15 traitements par an
dans des conditions catastrophiques et sans protection. Donc les agriculteurs sont soumis à des taux de pesticides ahurissants. Ça, c'est quelque chose qu'on ne ressent pas chez nous. On n'a pas du tout les mêmes contraintes. Donc il s'agit de stabiliser, d'améliorer le rendement, d'accroître les revenus et d'améliorer l'impact écologique, si possible. Donc, en gros, il y a une augmentation en moyenne des revenus des agriculteurs de l'ordre de 100 $ par hectare, une réduction de la pauvreté, et puis une augmentation moyenne des rendements qui est très variable suivant les espèces, 34% pour le cotonnier, qui est celle qui est le plus soumise à des insectes ravageurs, 12% pour le maïs, 3% pour le colza. Et puis en moyenne, donc 22% d'augmentation de rendement. Donc, en conclusion, les plantes génétiquement modifiées ne sont pas réservées aux grands agriculteurs industriels fondés sur le capital des pays développés, mais servent aussi la petite agriculture familiale des pays en développement. Alors, quelles sont les plantes génétiquement modifiées qui sont cultivées et quelles sont les traits génétiques? Alors, ce qu'on recherche, c'est évidemment une meilleure utilisation des éléments minéraux, de l'eau et de la lumière, une diminution des pertes avant et après la récolte et un accroissement de la qualité des produits. Alors, je vous rappelle que les plantes sont soumises à des ravageurs, des insectes, des nématodes, des pathogènes, les mêmes types de pathogènes que nous, des virus, des bactéries, des champignons. Et puis elles ont en plus des compétiteurs qui sont les mauvaises herbes, les plantes adventices, qui en fait prélèvent leur nourriture dans le sol. Donc les plantes génétiquement modifiées les plus importantes quantitativement, parce que ça a été les premières à être développées, c'est d'une part les plantes tolérantes à un herbicide total, donc c'est la tolérance au glyphosate et au glufosinate, et c'est en particulier au Roundup. Enfin, il y a bien autre chose que le Roundup. Le Roundup, c'est le phare, mais il est tombé dans le domaine public, et il y a un tas de sociétés qui vous font du glyphosate. Donc là, ça permet de faire du désherbage de manière très commode. Et puis par ailleurs, c'est la résistance à des insectes en mettant un gène d'une bactérie, enfin des gènes d'une bactérie qui est toxique pour différentes espèces d'insectes. Donc vous voyez la différence entre un maïs mono-GM et le maïs génétiquement modifié. Et donc ça a été un grand succès commercial, parce que techniquement ça marche très bien. Et donc les productions de variétés se font maintenant avec plusieurs gènes, pas un seul, ce qu'on appelle un empilement de gènes. Ça va jusqu'à une dizaine de gènes avec plusieurs résistantes au glyphosate, au glufosinate et d'autres, et puis quelques gènes différents de résistance à différents insectes. Voilà, c'est le cas des plantes génétiquement modifiées de ce type-là qui portent les deux constructions. Mais il y a d'autres caractères qui sont actuellement commercialisés. Les intérêts agronomiques, c'est la résistance à des maladies virales avec une technologie qui s'appelle RNA silenceur, qui est en train d'être développée aussi chez l'être humain, mais qui a été découverte et qui marche très bien chez les plantes. Et puis la tolérance à la sécheresse, donc qui se développe beaucoup, notamment aux États-Unis. Et puis il y a des intérêts nutritionnels, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'enrichissement en protéines. C'est l'enrichissement en acides aminés indispensables de protéines, parce que les protéines végétales ont le défaut, suivant les espèces, d'avoir des déficiences en certains acides aminés indispensables. Donc si on peut faire directement une seule espèce, dans une seule espèce des protéines qui possèdent tous les bons acides aminés, c'est très bien. À ce moment-là, on va être compétitif avec les protéines animales. L'enrichissement d'acides gras saturés, suppression du brunissement des fruits et tubercules, c'est plutôt une qualité organoleptique, mais on sait par exemple que quand on a coupé une pomme, quand elle est noircie, personne ne la mange. Donc ça évite du gaspillage alimentaire. Et puis vous avez aussi les limitations de toxines cancérigènes, en particulier dans la pomme de terre. La pomme de terre a des précurseurs qui donnent de l'acrylamide,
qui est très cancérigène quand elles sont chauffées à haute température, c'est-à-dire en particulier quand on fait des frites. Voilà. Et puis vous avez des biofortifications, c'est-à-dire des enrichissements vitaminiques. Alors, c'est très récent, donc c'est pas encore largement répandu d'une part, d'autre part, ça n'affecte pas des très grandes cultures comme le maïs ou le cotonnier. Alors maintenant, quelles sont les espèces qui sont les plus impactées par les plantes génétiquement modifiées? Eh bien, le soja, c'est en gros 82% du soja en rouge. Là, c'est les plantes génétiques, la part des plantes génétiquement modifiées. Le soja, 82% sur la planète, le maïs 30%, le cotonnier 68%, le canola, c'est-à-dire le colza, 25%. Mais aux États-Unis, c'est 93, 88, 94, 90%, c'est-à-dire quasiment toutes ces plantes, toutes ces espèces sont génétiquement modifiées, pour leur grande majorité. Mais se développent à l'heure actuelle, sont déjà commercialisées, alors suivant les pays. Par exemple, des papayers résistants au virus, là c'est un virus qui fait ses dégâts, donc ça a sauvé les papayers de Hawaï. Les pommes de terre, dans la région, on sait ce que c'est que le désherbage des pommes de terre. Ça peut compromettre totalement les cultures de pommes de terre. Donc c'est simple, 98% des pommes de terre sont génétiquement modifiées aux États-Unis. Et ça a été un succès qui a été obtenu en 5 ans, parce que ça ne demande plus aucune main-d'œuvre. Vous avez la canne à sucre, le poivron, un prunier, il y a des attaques de résistance au virus de la charca, des peupliers, des courges, des haricots, aussi des plantes d'ornement qui ont leur intérêt. Et puis donc, la pomme de terre détoxiquée dont je vous ai parlé, la pomme arctique, alors ça c'est une pomme de pommier, qui ne brunit pas. De même la pomme de terre aussi qui ne brunit pas et qui permet donc d'éviter du gaspillage. Ça fonctionne bien au Canada, aux États-Unis, mais ça date d'il y a 18 mois. Et en cours de développement, vous avez du bananier, de l'eucalyptus, manioc, oranger, pois chiche, pommier, sorgho et riz et blé. Alors, riz et blé, c'est les 2 plus grandes cultures de la planète, donc il y a un énorme potentiel à les développer, mais il y a beaucoup de difficultés à le faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'attendu comme nouveau caractère? La tolérance à la sécheresse pour beaucoup de plantes, résistance à la salinité pour pouvoir arroser en bord de mer avec des eaux salées s'il y a des inondations, résistance à l'anoxie, donc résistance aux inondations, et puis surtout optimisation de la fumure azotée en attendant d'avoir des plantes génétiquement modifiées qui réduisent l'azote de l'air. Et puis vous avez ici tout ce que j'ai appelé thérapie génique, c'est les résistances aux virus, aux maladies bactériennes, fongiques, aux nématodes, et puis résistance aux insectes. Voilà. Et dans le futur, c'est l'amélioration de la photosynthèse. Il y a beaucoup d'espoir. La photosynthèse, c'est un très très mauvais rendement. La fixation du CO2 est très mauvaise et le rendement énergétique est très mauvais aussi. Et donc, on est arrivé déjà en faisant quelques manipulations génétiques très récemment, parce que pendant 30 ans, c'était désespérant, et on est en train de faire sauter les verrous pour améliorer en laboratoire, on augmente les rendements de 30%. La nutrition azotée, en particulier avec la fixation symbiotique de l'azote de l'air sur le riz, etc., etc. Alors maintenant, je vais passer sur les implications sanitaires. L'intérêt nutritionnel de la biofortification. Alors, je vais vous donner 2-3 mots sur le riz doré. Je reviendrai là-dessus, qui est en cours d'homologation depuis très longtemps. C'est quelque chose qui traîne beaucoup à cause de résistance. Et en cours de développement, la composition d'acides gras, oméga 3 et 6, des bananes enrichies en provitamine A, comme le riz, composition en gluten modifiée pour éviter que certaines fractions du gluten qui sont responsables de la maladie cœliaque ne soient plus présentes, enrichissement en lycopène pour protéger contre certaines formes de cancer, biofortification avec les éléments minéraux, enrichissement en vitamines,
et puis allongement post-récolte pour réduire le gaspillage. Alors juste un mot, c'est dire que tout à l'heure vous avez entendu parler, pour ceux qui étaient là, des novel foods. Dès qu'on a une nourriture nouvelle, il faut l'homologuer. Et donc les plantes génétiquement modifiées doivent être homologuées. Les tests d'homologation coûtent très cher. Le test de base, c'est entre 10 et 30 millions d'euros pour l'autorisation de mise sur le marché. Et ensuite, quand on cumule les variétés, on arrive à 100-150 millions d'euros. Ce qui a des conséquences socio-économiques très importantes. Donc, j'y reviendrai. Un autre point, c'est que si on applique ces tests sur les novel foods, eh bien, le kiwi serait rejeté, le pain, n'en parlons pas, l'arachide, il n'en serait pas question, et le lait, il ne faut surtout pas en boire. Donc, le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on a voulu tellement border les risques avec des tests tellement détaillés qu'on ne s'aperçoit pas qu'on a perdu le sens commun. Alors, est-ce que les plantes génétiquement modifiées ont un impact sur la santé humaine et celle des animaux domestiques? Eh bien, aucun effet toxique de plantes génétiquement modifiées qui ont été autorisées n'est avéré sur des bases scientifiquement solides. Alors, ceci est attesté aussi par des milliers de milliards de repas qui ont été servis. On n'a jamais vu de gens mourir, ni tomber malades spécifiquement à cause de ça. Et de la même façon, les animaux d'élevage sont tous élevés avec du soja génétiquement modifié, y compris chez nous. Chez nous, pratiquement tous les animaux sont nourris avec du soja génétiquement modifié, sauf des cas très particuliers avec des filières particulières, mais qui sont rarissimes. Et que donc, même quand l'alimentation dure longtemps, en particulier pour leurs producteurs, on n'a jamais observé de problème avec les PGM autorisés. Alors, l'explication, elle vient là, c'est que, première question, j'ai souvent posé, est-ce qu'on mange des gènes? Ben oui, des gènes, il y en a plein dans tous les produits biologiques. C'est quelques pourcents de n'importe quel produit biologique. Et quelles sont les conséquences? Ben aucune. On est adapté à manger des gènes, sinon on n'en mangerait pas. Et je vous rappelle que la nature de l'ADN étant la même dans tous les règnes du vivant, peu importe d'où il vient. Quotidiennement, on mange une longueur d'ADN si on le débobine complètement, si on en fait une molécule très allongée qui est équivalente à la distance Terre-Lune. Ça veut dire qu'on en mange de l'ADN. Et puis des remarques triviales. Un lion qui mange des antilopes, il lui pousse pas de cornes. Un végétarien, et il n'y a pas de salade qui se développe sur ses oreilles. Donc, c'est pas l'ADN qui peut être un problème, c'est le produit de l'ADN produisant, entre autres choses, des protéines. Et donc, c'est soit la protéine, soit le produit de la protéine qui peut être dangereux. Par exemple, une protéine peut être allergène, pardon. Alors, par ailleurs, on produit des protéines pharmaceutiques avec des plantes. En particulier, je prends cet exemple parce que c'était il y a 2 ans, quand il y a eu l'épidémie Ebola en Afrique. Il y a une infirmière française qui avait été contaminée, elle a été sauvée parce qu'on lui a injecté des anticorps monoclonaux dirigés contre le virus qui ont été produits dans du tabac. Et c'est le seul moyen de produire massivement et rapidement. Donc là, en général, ça va beaucoup mieux. Les plantes génétiquement modifiées passent mieux quand on résout des problèmes de pathologie. Par contre, il y en a un où ça ne passe pas du tout. C'est le riz de Reuil. Alors le riz de Reuil doit son nom au fait que la provitamine A a une couleur orange, c'est ce qu'on trouve dans les oranges d'ailleurs, dans les carottes, qui a été développé par un scientifique, Ivo Potricus, il y a maintenant plus de 20 ans, donc pour pallier les carences alimentaires de la vitamine A. Donc quand on a une carence en vitamine A, ça arrive même chez nous, des gens qui ne mangent pas de végétaux, eh bien des formes de cécité, l'œil, je ne vous décris pas ce qui arrive. Et donc, ce n'est pas quelque chose de négligeable, puisque ça touche 250 millions d'enfants de moins de 5 ans sur la planète.
et que 250 000 à 500 000 enfants deviennent aveugles tous les ans. Et que par ailleurs, la déficience en vitamine A provoque le décès, pour d'autres raisons, de 2 millions d'Asiatiques et d'Africains. Et par ailleurs, ce scientifique a passé un temps énorme de sa vie à se défendre vis-à-vis de maisons comme Monsanto pour faire admettre que dans les pays en voie de développement, l'utilisation de ce riz serait gratuite. Et il est arrivé. Malheureusement, ça se développe toujours pas. Alors, il y a aussi une banane qui est en train de développer. Donc, en conclusion, non seulement les plantes génétiquement modifiées ne sont pas toxiques, mais elles peuvent apporter des nutriments indispensables. Elles diminuent l'exposition aux pesticides pour les agriculteurs, surtout dans les pays en développement. Elles leur apportent des revenus supplémentaires qui contribuent à leur alimentation et à leur santé. Et donc, le blocage du riz doré a amené, en juin dernier, sans cette prix Nobel, a signé une lettre destinée à l'ONU et à Greenpeace demandant à cette ONG d'arrêter de bloquer le progrès des biotechnologies, notamment concernant les dorés, accusant cette Greenpeace de crimes contre l'humanité. Voilà où en sont les choses. Alors maintenant, les aspects environnement. J'espère que j'ai encore un peu de temps. L'apparition de résistance est évidemment quelque chose qui se produit, mais qui est lié à la mauvaise manière d'utiliser les plantes génétiquement modifiées, mais pas intrinsèquement au fait qu'elles soient génétiquement modifiées. Quand on utilise tout le temps le même herbicide, on va générer l'apparition de plantes résistantes. Donc des résistances au Roundup se développent de plus en plus, et en particulier dans des pays où on ne cultive pas de plantes génétiquement modifiées, comme en France. En France, on a un gros problème avec le Roundup, dû notamment à la SNCF et aux autoroutes qui balancent des quantités de Roundup le long des voies ferrées, le long des autoroutes, sur les parkings, etc. Parce que c'est, quoi qu'on en dise, c'est quand même le meilleur herbicide qui soit sur tous les plans. Mais sauf qu'on induit des résistances, il y a des mutations dans les plantes qui se traduisent, et à ce moment-là, on a des adventices qui deviennent résistantes. Donc, on a un peu tout perdu. Donc, ça veut dire que la même chose pour les insectes. Alors, dans les pays qui utilisent les résistances aux insectes, comme aux États-Unis, il y a des règles qui nécessitent de ne pas ensemencer tout le champ en plantes génétiquement modifiées, mais d'en garder une partie non génétiquement modifiée pour que là les insectes puissent continuer de batifoler et ils ne butent pas. Voilà, donc avec des bonnes pratiques agricoles, on peut tout à fait contourner ces problèmes qui ne sont pas liés directement à la façon dont on a modifié le génome des plantes. Bon, quand il s'agit d'autres modifications, comme des vitamines ou autres, ça ne modifie en rien les plantes adventices. Alors, ce qu'il faut noter aussi, et c'est pour ça qu'en Europe, on n'autorise que le maïs, c'est que le risque de diffusion du gène dans l'environnement est lié à l'existence d'espèces apparentées, d'espèces voisines. Donc, c'est le cas, par exemple, du colza. Et il serait complètement stupide de faire des colzas résistants à un herbicide en Europe, parce que rapidement on retrouvera le gène de résistance dans des mauvaises herbes voisines du colza, parce qu'il y a plein de mauvaises herbes qui sont voisines du colza, et donc ça ne servira à rien. En revanche, le maïs, qui est une plante tropicale qu'on a importée, qu'on arrive à cultiver chez nous, n'a aucune plante apparentée dans la flore européenne, donc on peut parfaitement l'utiliser sans problème. Donc, si on utilise convenablement les plantes génétiquement modifiées, en respectant des règles d'englèvement, d'assolement, de modifier suffisamment soit les herbicides qu'on utilise, soit les gènes de résistance aux insectes,
on peut maintenir la biodiversité naturelle. Alors j'ai pas eu le temps de vous dire, par exemple, l'intérêt des maïs ou des cotonniers ou autres qui sont modifiés par un gène d'insecte, c'est qu'on ne balance plus d'insecticides dans le champ, et seul le parasite, le ravageur qui va s'attaquer, va consommer cet insecticide et va mourir. Et le reste de la faune vit parfaitement bien. Donc ça a été vérifié in situ sur des millions d'hectares en Chine en particulier. À propos d'environnement, il est souvent dit que les plantes génétiquement modifiées ont le défaut de réduire la biodiversité cultivée. Ceci est faux parce qu'en fait, on transfère le gène d'intérêt dans toutes les variétés intéressantes. Et donc ce tableau, pour vous montrer, il date d'il y a 5 ou 10 ans, que déjà, par exemple, je prends le maïs, qui aux États-Unis, il y avait déjà près de 4500 variétés différentes de maïs génétiquement modifiées. À l'heure actuelle, toutes les variétés utilisées aux États-Unis sont génétiquement modifiées. Mais il y a beaucoup de variétés différentes. Donc en fait, on ne diminue pas la biodiversité cultivée, on l'accroît. Quelques points sur la coexistence. Alors ça c'est un point de droit et de vie en société qui est difficile à régler. C'est que si la loi de 2008 en France affirme que la liberté de produire et de consommer avec ou sans OGM dans le respect des systèmes existants, en fait, pratiquement, il faut mettre en place un système sur des bases connues, scientifiquement connues. Alors ça s'est fait en Espagne, spontanément, le gouvernement ne se préoccupait de rien, ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui se sont répartis en gros le territoire. Et au Portugal, c'était à la fois les coopératives et le gouvernement qui ont mis ça en place. Donc c'est possible, que tout c'est de le vouloir. Alors en revanche, il y a un problème insoluble, c'est le problème de l'étiquetage. Pour étiqueter quelque chose, si vous voulez étiqueter un produit parce qu'il contient une substance toxique, vous connaissez quelle est la dose létale de substance toxique, la dose qu'on peut absorber quotidiennement sans avoir d'effet délétère, et à ce moment-là, vous pouvez définir un seuil à ne pas dépasser. Dans le cas des OGM, comme il n'y a aucune toxicité, ni observée ni expérimentale, eh bien le seuil est un choix purement politique. On décide que c'est 0,9%, point. Mais il n'y a aucune raison factuelle, aucune raison scientifique. Donc, suivant les pays, on a des étiquetages sur des bases complètement différentes qui, en fait, vont permettre ou empêcher la culture des OGM et leur consommation. Je vais passer très vite là-dessus parce que c'est compliqué à exposer. C'est la question des brevets. Alors on fait toujours référence à des pays étrangers quand il y a l'histoire d'un agriculteur qui a été en procès avec Monsanto au Canada, qui a été condamné, etc. Bon, ça c'est le droit canadien. Dans le droit européen et français, il n'y a pas de brevet sur les semences. Il y a un certificat d'obtention variétale qui est l'équivalent d'un droit d'auteur. Il est très faible, hein, ça coûte 0,7 € par tonne produite. Donc, un agriculteur, ça lui coûte 2 paquets de cigarettes. Eh bien, ceci s'applique aussi aux plantes génétiquement modifiées. Et donc, si on cultivait en France des plantes génétiquement modifiées, l'agriculteur a parfaitement le droit de les ressemer. Dans la pratique, d'abord, plus d'autorisation. Les seules autorisations portant sur le maïs, il est hors de question de ressemer du maïs, qu'il soit génétiquement modifié ou pas, parce qu'on prend toujours, on achète des graines chez un obtenteur de semences qui sont des hybrides pour avoir une augmentation de rendement de 30%. Donc, mais sur le problème du droit lui-même,
le privilège de l'agriculteur dit qu'il peut toujours ressemer des OGM. Voilà. Une dernière remarque, c'est que les premiers brevets sur les OGM, de même que ceux sur le Roundup, sont tombés dans le domaine public et que vous avez un certain nombre d'universités, notamment aux États-Unis, qui redéveloppent des OGM à partir de ces brevets. J'en arrive aux semenciers qui développent les PGM. On va dire que bon, c'était des... En gros, c'est surtout des entreprises qui faisaient de la chimie pour la protection des plantes. Vous avez donc Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, etc. Ces grosses sociétés ont développé plus ou moins, c'est la partie verte, l'aspect semence par rapport à l'aspect protection des plantes. Vous avez ici un Français, Imagrin, qui lui ne fait que du développement des plantes. Mais vous avez aussi des partenariats publics-privés, des ONG qui développent des plantes génétiquement modifiées, en particulier en Afrique, dans le cadre de programmes pour lutter contre la sécheresse et pour lutter surtout contre des virus qui détruisent le manioc. Alors la question c'est, est-ce que les plantes génétiquement modifiées induisent un monopole chez les semenciers? La réponse est malheureusement oui. Elle est oui parce que le coût de développement des plantes génétiquement modifiées, de l'ordre de la centaine de millions d'euros à investir, fait que les petits semenciers ne peuvent pas le faire. Et il en découle. Donc, premièrement, pour les entreprises européennes, elles ont délocalisé aux États-Unis, en particulier Limagrin, Villemorin, Delbar. Donc leur partie recherche et développement plantes génétiquement modifiées. Et puis, vous aggravez la situation d'oligopole. Alors ceci, en 2016, ça a été l'apothéose, puisque Monsanto est racheté par Bayer Crop Science, donc une concentration encore plus forte, et Syngenta est en cours de rachat par ChemChina, et les délocalisations continuent. Donc en définitive, la critique géopolitique et l'hostilité de certains pays européens ont renforcé ce contre quoi ils se battaient. Et le pire, c'est que ces entreprises semencières qui font des plantes génétiquement modifiées font aussi des plantes normales. Et comme elles sont très riches, elles rachètent les petits semenciers. L'industrie de la semence en France, c'est 30 000 personnes qui travaillent dessus. Ça, c'est la recherche. On a entendu parler tout à l'heure, la recherche sur les plantes génétiquement modifiées au cours du temps. En rose, ici, vous avez la France, qui a été leader mondial. D'ailleurs, un certain nombre de directeurs scientifiques de Monsanto sont venus se former en France. Et puis voilà, il ne reste plus rien. Donc on a perdu toute compétence en recherche dans le domaine. C'est assez catastrophique, et c'est vrai pour toute l'Europe, ça ne se trompe pas que la France. Alors qu'on importe massivement, pour nourrir les animaux, vraiment massivement, des plantes génétiquement modifiées. On ne rentre pas dans le détail, mais c'est massif. À l'heure actuelle, hormis quelques entreprises très spécialisées dans le bio qui affichent sans OGM et qui vont arriver à trouver des filières pour se procurer du soja non modifié, tous nos animaux sont nourris au soja génétiquement modifié. Voilà. Alors ceci a donc des conséquences, bon, des pertes d'argent considérables en Europe, chiffrées à 10 milliards par la CE, mais surtout, non seulement c'est une perte de bénéfices, mais une perte de contrôle du modèle agricole européen. Voilà, donc on est dans une situation très compliquée. Alors je vais conclure rapidement et introduire l'exposé suivant d'ailleurs, parce que si on compare avec des cercles, des surfaces de cercles, les causes de mortalité sur la planète, la première cause de mortalité, c'est la faim et la malnutrition. Loin devant le sida, la tuberculose, le diabète, les accidents de la route, le paludisme, et puis alors après, c'est des petits accidents dont on parle beaucoup, les tsunamis et autres, mais qui sont négligeables, surtout que ça se produit qu'une fois de temps en temps, alors que ça c'est récurrent tous les ans. Et donc, d'après la FAO,
il faut arriver à multiplier d'ici 2050, à accroître la production agricole de 70% pour survivre, c'est-à-dire à produire de 2000 à 2050 autant que depuis les 10 000 ans précédents cumulés. Et que l'amélioration génétique des plantes, comme l'intensification, a permis, alors que la population en 50 ans s'est accrue d'un facteur de 2,3, la production des céréales a été multipliée par 3,6, mais malgré tout, il reste en gros 1 milliard d'êtres humains en sous-nutrition. Alors, les surfaces disponibles sont limitées, les terres encore disponibles de bonne qualité sont rares, et l'urbanisation les ampute chaque jour un peu plus. L'eau, cette petite image est assez parlante. Si on réunit toute l'eau qui est sur la Terre dans une sphère, voilà, ça c'est tous les océans. Ici, cette petite sphère, ça correspond à l'eau douce totale, et ce point ici, c'est l'eau douce aisément disponible pour la vie terrestre. Donc ça dit que la disponibilité en eau est un vrai problème. Donc il faut arriver à produire, à accroître les surfaces, mais c'est limité, utiliser moins d'eau, moins d'engrais, moins de pesticides, et il faut augmenter au niveau de la planète d'1,5% par an. Donc je vais vous faire remarquer, j'ai un calcul qui a trait à 2012, la surface par habitant, la surface cultivée, c'est 40 mètres sur 50 mètres. Ça fait un peu froid dans le dos. Donc, il faut, je vais passer directement sur les conclusions qui sont celles de l'Académie d'agriculture, où je vais animer un groupe de travail sur la question. Les plantes génétiquement modifiées, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas la seule solution. C'est une solution parmi d'autres qu'il faut utiliser à bon escient quand c'est nécessaire, quand il n'y a pas moyen de faire autrement. Et il faut les utiliser en les associant à d'autres méthodes de culture, que ce soit l'agriculture de précision, l'agroécologie, voire l'agriculture biologique. Parce que, en soi, on ne voit pas pourquoi ça n'intégrerait pas l'agriculture biologique. Voilà. Donc, toutes ces conclusions ont été résumées dans un petit opuscule. J'en ai quelques-uns à votre disposition, si vous voulez. Et je vous remercie de votre attention.